Thème du débat de ce soir, c'est évidemment le sujet du sens de la technologie, mais maintenant vu du point de vue de personnes qui sont en charge de faire se lever le matin 120 000 personnes dans le monde entier et dans des aventures incroyables de biotechnologie. Donc on va aussi poser cette question que j'ai déjà posée plusieurs fois dans la journée. Pourquoi se lève-t-on le matin? Pourquoi donne-t-on du sens? Et est-ce que ça peut permettre de réussir l'aventure entrepreneuriale? On va parler de ça. On va avoir 3 chapitres. D'abord, le sens. Ensuite, on va parler de la distance aux machines, car voilà, nous avons ces machines et nous devons trouver du sens par rapport aux machines. Alors, quelle va être la juste distance, avec toute l'expérience notamment de Michelin, qui, je pense, fait de l'automatisation depuis probablement 100 ans ou 80, je ne sais pas. Depuis longtemps, oui. Oui. Et nous terminerons avec un grand thème pascalien, mais qui est également très actuel, celui de l'incertitude. Comment diriger face à l'incertitude radicale. Voilà. Donc, pour le premier thème, je ne résiste pas à vous poser la question, Florent Médéou, que nous avons posée à tant de personnes aujourd'hui et à tous les candidats du concours. Pourquoi vous levez-vous le matin? Et surtout, comment réussissez-vous à faire se lever le matin 120 000 personnes à travers le monde entier et s'engager dans l'aventure Michelin? Alors, en fait, c'est une alchimie très particulière, mais qui, en fait, est aussi construite. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la direction d'entreprise, Michelin est présent dans 175 pays dans le monde, avec chaque pays a sa culture, son histoire. Chaque personne dans l'entreprise est aussi un univers, a sa propre culture, ses propres envies, ses propres rêves. Et puis, nous avons aussi des enjeux business, et puis nous sommes confrontés à tout notre environnement qui change en permanence. Et donc, dans tout cela, finalement, il faut revenir à l'essentiel. Comment on passe des enjeux à l'action? Et en fait, et comment on repasse de l'action aux enjeux? Et donc, pour ça, vous avez une matrice de passage, en gros, sur laquelle Michelin travaille depuis très longtemps, mais que nous avons mieux explicité. Il vous faut d'abord comprendre pourquoi on est ensemble. C'est la raison d'être, qui était incarnée pendant tant d'années par la famille Michelin, et puis que nous avons réexprimé il y a maintenant 10 ans, pour dire que la raison d'être de Michelin, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Mais en réalité, quand vous dites ça, vous n'avez fait que le début, parce qu'après, il faut traduire pourquoi on a le plaisir à être ensemble, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quelle est l'activité de Michelin? Et donc, pour aider à faire ça, nous avons consulté l'ensemble du personnel de l'entreprise. Donc, il y a eu plus de 80 000 personnes qui ont travaillé pour définir quel serait notre rêve collectif à 2050. Et cette contribution de plus de 80 000 collaborateurs nous a permis de définir le rêve de Michelin à 2050. Et ensuite, il vous faut jalonner votre matrice de passage d'aujourd'hui à 2050, en disant, voilà, finalement, à 2030, on devrait être à peu près là, 2040 à peu près là, et puis 2050, ça serait notre rêve. Et puis après, il vous faut une stratégie. Mais tout ça ne peut fonctionner que si les personnes veulent le faire. Et donc, il vous faut aussi un système de valeurs très solide. Et les valeurs de Michelin, elles sont inscrites, et nous les faisons vivre depuis 130 ans. Il y a 5 valeurs de respect. Le respect des personnes, le respect des faits, le respect du client, le respect de l'environnement et le respect des actionnaires. Et avec ce système de valeurs dans lequel tout le monde se retrouve, ça permet aux personnes d'être nourries sur dans quelle entreprise je travaille. Et ensuite, il vous faut un modèle de développement personnel qu'on appelle iCare chez nous, et qui permet à chacun de se retrouver. Donc, c'est tous ces ingrédients qui permettent à l'ensemble des personnes, quelle que soit leur culture, leur langue, leur activité, il y a plus de 500 métiers chez Michelin, de s'y retrouver. Parce qu'on est sur la nature humaine profonde. Qu'est-ce qui motive un être humain? Alors, c'est fascinant d'entendre ces résonances pascaliennes. Alors d'ailleurs, Pascal a été très fort, je le dis, parce que si vous regardez la raison d'être
des carrosses à 5 sols, c'est afin que de partout, on puisse aller partout. Donc Pascal, en fait, a imité 400 d'avance, 400 en avance, la raison d'être de Michelin, qui dit, en fait, on va fournir à chacun un meilleur moyen. Donc Pascal a eu cette intuition, il a pensé avant Michelin au choix que Michelin allait faire de la raison d'être. Michelin a utilisé toute l'expertise de Pascal, parce que Pascal était là bien avant Michelin. Alors, j'ai envie de poser la question aussi à Stanislas, qui a quand même un petit peu aussi travaillé sur la question du sens. Tu as fait même un certain nombre de vidéos en disant « oulala, la hiérarchie et le sens, c'est pas tout à fait toujours la même chose ». Qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord, pourquoi toi tu te lèves le matin et comment est-ce que tu fais se lever les matins? On a vu que Michelin a organisé ça de manière très industrielle. Toi, comment tu fais? Aussi de manière très industrielle, en fait. Un petit point très rapide, parce que tout le monde connaît Michelin, mais tout le monde ne connaît pas Nextbiome. Et je voudrais très rapidement, parce que ça éclairera mon propos, sur la tentation justement de la technologie versus le sens. Nous sommes un incubateur de biotech. Ça veut dire que notre job, c'est de prendre des idées qui sont très précoces, très early stage, comme on dit, chez des académiques, et d'en faire des produits, et d'en faire des médicaments. Et on fait ça dans un domaine particulier qui est le microbiote. Et le microbiote, ce sont toutes les bactéries qui nous composent et qui nous prédisposent à la santé ou à la maladie. Et notre job, c'est d'aller screener ce microbiote, d'aller chercher dans cet infiniment petit et de trouver des substances partant du principe que le corps humain est finalement son propre réservoir thérapeutique, puisqu'il fonctionne très bien à l'état naturel. Voilà, donc on est dans un domaine qui est très technique, justement. On pourrait se dire que le sens, c'est la fascination technique, parce que tous les académiques avec lesquels on travaille sont là-dedans. C'est quand même assez excitant de se dire qu'on a un univers qui est de l'ordre de l'infiniment petit, et qu'il faut comprendre exactement, qu'on essaie de comprendre le méta-univers, en fait. C'est également fascinant de se dire qu'on est utile parce qu'on veut soigner des personnes. Mais pour enchaîner et approfondir sur ce qui a été dit, nous avons nous aussi une raison d'être qu'on appelle nous une ADN qui est très fouillée avec toutes les composantes que vous avez citées. Et je crois que, en fait, le sens, c'est de se dire en tant qu'entrepreneur, quelles sont les raisons humanistes indépendamment de la technique. C'est-à-dire que toute la technique la technique n'explique pas tout, et nous ne nous levons pas le matin que pour être utile au monde. On doit être utile au monde. Hein. Je pense que c'est vraiment la finalité d'une entreprise. Il faut délivrer. Et pour moi, mon credo, c'est vraiment de dire comment on aligne le sens, les compétences et les appétences. Et très rapidement, l'idée, c'est que l'entreprise est une occasion de donner des tâches aux personnes pour qu'elles se révèlent. C'est tout le sens qu'on a déjà défini. Mais le sujet, c'est que si on fait ce pourquoi on est naturel bon, ce qu'on sait faire, si on fait ce qu'on aime faire et qu'on le croise avec ce qui a du sens, alors je pense qu'on devient ce qu'on est, parce que nous sommes des êtres de sagesse en devenir. Et alors, je pense qu'on peut prétendre à une forme de bonheur au travail. Et notre job, in fine, c'est de fournir aux occasions des personnes d'être. En marge de la techno, attention, hein, ce n'est pas que de l'humanisme, mais c'est de dire que, in fine, pour moi, si tu me poses la question, je suis fier que des personnes puissent devenir ce qu'elles sont en travaillant dans des choses qui ont du sens. Voilà. Je vais rebondir là-dessus parce que on est tout à fait en phase là-dessus. En fait, Michelin, vous pensez que c'est un manufacturier de pneus, mais en fait, nous sommes d'abord une plateforme de développement de personnes qui fabrique des pneus pour développer des personnes. Mais nous sommes d'abord une plateforme de développement humain. Alors, je vais vous challenger un petit peu sur la question. Maintenant, je vais prendre le sujet du recrutement des ingénieurs et des scientifiques. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui technologiques font face à la difficulté de recruter des ingénieurs et des scientifiques parce que c'est difficile, la science, la technologie, l'ingénierie, c'est difficile. On se trompe souvent, on se trompe la plupart du temps. Il faut s'être beaucoup trompé avant de trouver. C'est un métier extrêmement aride et c'est une ressource rare. Et en plus, on est dans un monde où aujourd'hui, la tentation de fuir la science est absolument incroyable. Et on rentre, et ça aurait été le cauchemar de Pascal, on rentre dans une défiance absolue de la raison. Et alors, moi j'ai cette question-là. À Michelin, j'imagine que recruter des ingénieurs et scientifiques est un sujet pour vous. Comment est-ce que vous faites pour les séduire? Comment est-ce que vous leur promettez d'être heureux au travail? Ces personnes-là en particulier, on a compris qu'il y a toute une infrastructure du sens, mais ces gens-là en particulier, quelle va être leur quête que vous allez alimenter? Alors, mais c'est très similaire à ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que
la quête de sens, elle va aussi en profondeur. C'est-à-dire que derrière, c'est pas uniquement qui suis-je, où est la mort, comment je suis vivant, mais c'est aussi dans le sens du travail que je fais au quotidien. Et comprendre, il se trouve que dans le pneu, on ne comprend pas tout. Et pourtant, ça fait 130 ans qu'on travaille dessus. Et ce qui est magique avec le caoutchouc naturel, avec tous les ingrédients qu'on utilise, c'est qu'on trouve en permanence des choses nouvelles. Et on rentre de plus en plus en profondeur dans la science de la matière. Et plus on rentre dans la science de la matière, plus on découvre des choses incroyables. Et donc, derrière, ça, c'est un univers passionnant. Et donc, les personnes qui rejoignent Michelin, les ingénieurs, les scientifiques, et je ne veux pas faire je pense qu'on a un raccourci trop rapide en réservant la science aux ingénieurs. Il n'y a pas que les ingénieurs. La science, c'est pour tout le monde. Moi, je ne suis pas ingénieur, j'adore la science. Et après, il y a différentes formes de science. Et d'ailleurs, Pascal, c'est un scientifique, mais c'est aussi un philosophe. Puis c'est surtout quelqu'un qui aime son temps, qui aime comprendre et découvrir. Et donc, quand nous, ce que Michelin propose, c'est de se révéler à travers ses découvertes et de se développer à travers toutes ces découvertes. Et la science, ça n'est qu'un langage de passage. C'est qu'une explication du mystère du monde. C'est qu'un bout d'explication. Il y a plein de choses. La nature humaine, c'est incroyable. Et donc, face à l'interrogation de pourquoi l'homme est là, qu'est-ce qui fait qu'il est là, comment c'est possible, comment il peut agir sur tel ou tel. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Quels sont les phénomènes scientifiques? Comprendre le caoutchouc naturel en profondeur. On ne sait pas aujourd'hui reproduire ce que fait l'arbre, l'EVA. On ne sait pas aujourd'hui scientifiquement arriver à faire tout ce que fait un arbre. Et donc on se dit, d'ailleurs c'est un champ de développement incroyable. Donc c'est comme ça qu'on arrive à attirer des ingénieurs. Après, moi je passe à un autre message. Je pense que la science, on doit l'enseigner au plus jeune âge. Et que, notamment en France, on fait une erreur grave en spécialisant, en ultra spécialisant. On a des mathématiciens absolument remarquables, on a des scientifiques remarquables, et puis il y a un trou béant, parce que derrière, on a oublié qu'il fallait faire plaisir dans l'apprentissage. Il fallait que chaque personne comprenne que les mathématiques, c'est simplement une matrice de passage, un élément de compréhension. Il ne s'agit pas de répéter des formules bêtement, mais il s'agit de comprendre ce qu'il y a derrière. Que la physique, c'est passionnant. La chimie, c'est incroyable. On est tous faits de molécules. On est un amas de molécules avec un truc en plus. Et ce truc en plus, c'est quoi? À quoi ça sert? Et puis notre amas de molécules, comment il tient ensemble? C'est incroyable. Et donc, dans tout le cheminement de l'être humain sur Terre et dans l'activité professionnelle, si vous vous intéressez à ça, en fait, c'est passionnant. Et donc, une vie professionnelle n'est pas suffisante. C'est pour ça que Michelin fait ça depuis 130 ans. Et puis, j'espère bien que ça va durer encore pendant au moins un siècle. Au moins. Alors, on a très envie c'est un peu le thème du jour, de faire des parallèles pascaliens. Alors, Pascal a eu cette expérience pédagogique absolument incroyable. Il n'a jamais été à l'école, jamais été à l'université, ce qui lui donne une liberté absolue. Il va voir Descartes, il lui dit « t'as tort ». Descartes lui dit « mais quel est ce morveux qui a 16 ans ?» Et en plus, il a raison, il dit que j'ai tort. Donc Pascal, c'est vrai on a peut-être du mal à imaginer de reproduire le modèle d'éducation qu'a suivi Pascal pour un pays ou un monde entier, mais il a eu cet accès absolument incroyable à la connaissance qui fait que dans la famille Pascal, on faisait des choses à la main, on n'a jamais été dans des cases d'un système éducatif, et dès le plus jeune âge, à 14 ou 15 ans, il va discuter avec les grands scientifiques de l'époque. Ça, évidemment, il a eu beaucoup de chance. Et donc, il a cette liberté créatrice, effectivement, dès le plus jeune âge, absolument incroyable. Et pour moi, c'est pas simplement un cerveau incroyable, Pascal, c'est aussi une chance pédagogique incroyable qui lui a donné envie, effectivement, comme vous le dites, dès le plus jeune âge, d'avancer et sans respect pour autre autorité que celle de sa conscience, en fait. Et le vide, etc. C'est cette espèce de fougue créatrice qu'on aimerait, effectivement, peut-être passionner des gens à comprendre sans aucun préjugé qu'est-ce qui se passe dans le caoutchouc. Alors, je ne risque pas à passer à Stanislas parce qu'on a parlé ensemble du microbiote. Alors, Stanislas m'a dit « Non, mais tu sais, le microbiote, il n'y a aucun problème. Si je comprends ce qui se passe dans ton estomac, je sais tout ce qui va t'arriver. Je peux déjà savoir toutes
les maladies que tu vas avoir. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de l'incertitude, de la contingence, tout ça, et lui dit non, 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 non. Et d'ailleurs, ce qui passionne les biotech, c'est les gens qui vont tout comprendre, qui vont tout résoudre. Oui, exactement. Alors, je pense qu'on n'a pas encore la combinaison du loto, du PMU encore dans le microbiote, mais on y travaille, on te fait signe. En fait, je pense que il ne faut pas sous-estimer pour les nouvelles générations, pour attirer ces talents, l'utilité et l'excitation scientifique. Voilà, il y a les deux. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de... C'est un juste équilibre qu'il faut trouver, ne pas diaboliser la techno et se dire en fait que ces nouvelles générations veulent être utiles au monde et elles veulent une distribution de la valeur qui soit juste. Elles veulent que les techniques se répartissent. Nous, aujourd'hui, on a dans l'incubateur, on a aujourd'hui, je pense, 2 à 3 licornes dans notre portefeuille. Licornes, c'est des boîtes qui valent plein d'argent. Mais justement, c'est des boîtes qui ont des produits qui sont des produits de rupture. Et notre projet, c'est de devenir une biopharma, c'est-à-dire comment les distribuer au plus grand nombre avec un juste partage de la valeur. Aujourd'hui, 70% du marché pharmaceutique mondial est concentré sur 10% de la population. Autrement dit, si vous êtes né en France ou dans les 5 grands pays européens ou au Japon, aux États-Unis, ça va à peu près. Le reste, ne tombez pas malade. C'est ça, hein, la réalité. Et nous, on veut changer ça. Et je pense en fait que la notion de justice sociale, la notion de challenge scientifique, parce que c'est quand même sacrément intéressant de se dire qu'on peut explorer cette galaxie intérieure qu'est le microbiote, couplée à la notion de développement personnel. C'est ce tiercé gagnant qui fait qu'on arrive à attirer des personnes, même si, in fine, voilà, la notoriété n'est plus tellement le sujet, en fait, pour ces générations-là, c'est vraiment ça. Voilà. Parce que nous, personne ne nous connaît. Hein. Voilà. Enfin, on bosse, mais voilà, on est moins connus que Michelin, mais personne ne nous connaît. Oui, bah oui, ça nous fait des vacances, je suis d'accord. Ouais. Alors, peut-être allons-nous passer à... Vous voulez réagir, passer peut-être au deuxième chapitre de notre débat et en venir à la question maintenant de la distance par rapport à ces machines. On a compris que ces machines peuvent être effectivement dans la quête de sens par toute l'exploration qu'elles vont permettre de faire et peut-être la résolution de problèmes comme la santé ou autres. Mais maintenant, quelle est la juste distance à ces machines qui sont tellement impressionnantes qu'on en vient à craindre d'en être asservi? Et d'ailleurs, parfois sous l'empire de la paresse, après tout, j'ai quelque chose qui me donne des choses qui me ressemblent. Pourquoi est-ce que je continuerai à réfléchir? Je fais confiance à la machine. Et ce qui pose évidemment tout de suite toutes sortes de questions. Si notamment je suis un industriel, j'ai travaillé autrefois sur le risque nucléaire, et si je fais tellement confiance sous l'empire de la paresse à la machine qui pense à ma place, est-ce que je vais continuer à comprendre la machine? Alors ça, c'est une question pour Michelin. Vous qui automatisez beaucoup, énormément, est-ce que vous automatisez tout? Et comment vous faites en sorte que les jeunes ingénieurs, les jeunes techniciens, les jeunes opérateurs continuent à comprendre la machine? Alors, oui, donc ça c'est un enjeu permanent de mettre la machine au service des personnes. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'essentiel. Si vous mettez les personnes au service de la machine, en fait le taylorisme c'est ça. C'est vous mettez les individus, toute l'intelligence humaine au service d'un processus. Ça ne marche pas. Vous arrivez assez vite à la limite, c'est que la personne finalement va exécuter mécaniquement des tâches, mais ne va plus exercer son intelligence. Et aujourd'hui, on a ce paradoxe où on a des technologies absolument fabuleuses et le niveau d'intelligence mesuré baisse. Pourquoi? Parce qu'on a développé des machines qui nous rendent paresseux. Et le cerveau, en fait, il a besoin d'être entraîné, il a besoin d'être excité, il a besoin d'être challengé pour pouvoir se développer. Et donc derrière, chez nous, nous faisons extrêmement attention à nous assurer que toutes les machines, quelles que soient les technologies, elles sont au service des individus, de leur développement. Mais derrière, il y a une révolution majeure qui est, il faut absolument repenser tous nos systèmes d'évaluation, d'accompagnement et de développement des compétences. C'est sur des compétences différentes maintenant. Il ne s'agit plus d'inventer les machines, il s'agit de savoir comment réagir par rapport à la machine, comment interagir avec la machine, comment éviter que la machine prenne le dessus. Donc, que toutes les technologies, intelligence artificielle, automatisation, robotisation, cobotisation, enfin toutes ces technologies, il faut préparer les individus à les aborder en étant en maîtrise.
Et donc aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que les individus ont le recul nécessaire pour se poser eux-mêmes les bonnes questions? Et on revient à des choses beaucoup plus fondamentales sur l'être humain. Comment on bâtit des individus qui ont confiance en eux et qui vont être capables de distinguer ce que dit la machine de ce que pense, de ce que eux en pensent. Et ça, c'est absolument fondamental, de faire comprendre que derrière toutes les programmations d'intelligence dites intelligence artificielle, en réalité, il y a des individus qui ont défini des paramètres, qui ont défini des bornes et qui ont défini la manière dont ces technologies vont vous raconter le monde. Mais l'individu, il faut absolument qu'il soit capable de se dire « Non, mais moi, le monde tel que je le vois, c'est ça ». Et donc, nous sommes en train de repenser intégralement tous les modules de suivi et d'accompagnement des personnes. Et de complètement changer, il fallait passer par des processus qui permettent d'être efficaces, mais de surtout libérer les individus par rapport à ces processus-là. Et une machine, ça n'est qu'un processus. Une technologie, ça n'est qu'un processus plus sophistiqué, plus puissant. Donc, il y a énormément de choses, mais qui nous ramènent à l'humain, le rapport de l'humain à la machine. Et donc, il faut garder de la distance. Le drame des réseaux sociaux, c'est qu'on dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a de la vérité, et puis il y a un fatras de non-sens. Si vous n'éduquez pas les personnes dès le plus jeune âge à avoir les questions par rapport à ça, à développer leur propre opinion et avoir suffisamment confiance en eux pour être capable de faire ça, ça ne peut pas marcher. Alors, je vais vous raconter une anecdote. À un moment, on s'était dit, tiens, on a des processus de fabrication assez complexes et donc on mesure le stress des opérateurs derrière la machine et qui se disent à tout moment, devant un process de fabrication très complexe, s'il y a une anomalie à un moment, est-ce que je vais la détecter et est-ce que je vais être capable de comprendre où c'est? Donc on avait développé des outils d'intelligence artificielle avec des algorithmes et des montres connectées qui permettent aux individus d'avoir automatiquement, là où ça se produit, là où l'anomalie de fabrication peut se produire, là où intervenir et comment intervenir. Et on a tout retiré. On a mis ça et on s'est rendu compte que le niveau de stress avait augmenté au lieu de diminuer. Et pourquoi il augmentait? Parce que les personnes commençaient à se demander, mais est-ce que la machine, est-ce que la montre me dit aurait dû sonner, elle n'a pas sonné, et pourquoi elle... Et donc, le niveau de stress, au lieu de baisser, avait monté. Et donc, on s'est dit, ça ne sert à rien d'augmenter le niveau de stress. Des individus qui commencent à se dire, mais j'ai un problème avec ma montre. Non, il n'y a pas de problème avec la montre, c'est simplement qu'il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, n'allez pas vous poser. Mais les personnes commençaient à raisonner autrement. Donc, on s'est dit, en fait, il faut complètement qu'on change d'approche. La montre connectée, c'était un outil bien pensé qui était censé aider, mais finalement aboutissait à l'inverse. Donc on a complètement enlevé ça et maintenant on met tous nos processus au service et on mesure si ça bénéficie à l'intelligence humaine ou pas. Et à la fin, un monde avec des machines, que pour des machines, ça ne sert à rien pour l'être humain. S'il n'y a que des machines qui parlent aux machines, pour nous, êtres humains, quelle est l'utilité? Donc, les machines, ça doit nous aider à rêver, à exercer notre humanité plus profondément. Et donc, chez Michelin, aujourd'hui, tout ce qu'on fait en technologie, c'est de manière à permettre à l'humain d'être encore plus humain. Cette discussion, pour moi, est fascinante parce que, effectivement, je reprends l'exemple du risque nucléaire. Je pense que énormément de choses se jouent sur la représentation que la personne humaine va se faire du fonctionnement de la machine. Et on sait que si on regarde les grands accidents comme Three Mile Island, etc., c'est une disreprésentation par les opérateurs humains de ce qui était en train de se passer dans la machine avec un niveau de stress extrêmement élevé qui les a fait finalement aggraver l'accident, et on en finit par dire « Ah, mais c'est le facteur humain, il ne faudrait plus qu'il y ait de personnes ». Non, en réalité, le problème, c'est l'interaction homme-machine. Comment est-ce que dans l'interaction homme-machine, je vais effectivement avoir le meilleur des deux? Comment est-ce que je vais permettre à la personne d'être encore plus maître parce qu'elle, effectivement, elle comprend comment fonctionne la machine? Alors, j'ai envie de te poser la question dans la médecine, parce que quand même maintenant, dans la médecine, l'IA détecte mieux que les chirurgiens ou que les radiologues le cancer du sein. J'ai un copain de promo qui a monté une boîte cotée en bourse,
qui a montré ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le médecin, il devient un opérateur d'algorithme? Oui, alors je vais donner quelques exemples sur la médecine telle qu'on le voit. Réinsister d'abord sur le fait que, par rapport à la question de la juste distance à la techno, de l'utilité fondamentale de la techno. Je reprends un ou deux exemples dans le microbiote. L'espérance du microbiote, en fait, c'est qu'encore une fois, les bactéries qui nous composent nous prédisposent à la santé ou à la maladie. Et quand on est prédisposé à la maladie, on a dans le corps humain de quoi nous soigner. Et c'est quand même très excitant de se dire qu'à horizon 20 ans, on peut imaginer que le microbiote étant stabilisé à l'âge de 3 ans, on pourra dire d'un tel qu'elle sera arthrosique, diabétique, qu'elle fera un infarctus, etc. Et qu'on peut corriger ça. Il est évident que si on n'a pas des algorithmes qui permettent de décoder, parce qu'il pourrait y avoir des débats, je ne sais pas, pour l'analyse d'un grain de beauté pour un dermato, encore ça, on peut le voir, mais ça, c'est à l'intérieur de nous, on ne le voit pas. Donc sans IA, on est impuissant. Donc on a besoin de ça, et encore une fois, c'est très excitant. Maintenant, quand on regarde un peu le débat que ça produit dans la médecine, la première chose, en fait, c'est plutôt le risque de ce que tu appelais la paresse, la fuite de la compétence. C'est-à-dire que finalement, et c'est très intéressant de voir que les concours de médecine ont changé il y a 4 ou 5 ans, on ne demande plus à des médecins d'être des techniciens, parce qu'on part du principe que l'IA règle tout ça, mais d'être des annonceurs de mauvaises nouvelles. Alors, annoncer une bonne nouvelle, c'est facile. Annoncer une mauvaise nouvelle, tu as un cancer, voilà. Et dans les concours de médecine, il y a à l'oral des tests d'empathie, la capacité à comprendre ce que l'autre ressent. Et ça, c'est un marqueur profond de cette évolution-là. Alors, c'est pas mal que les médecins soient plus empathiques, parce qu'on connaît des chirurgiens qui pourraient progresser dans ce domaine, quelques-uns. Mais en fait, ça veut dire aussi, attention, dans quelle mesure le médecin n'est plus justement que le récipiendaire d'un diagnostic automatique qu'il doit psychologiquement, dans le domaine des émotions, diffuser. Ça, c'est le premier exemple. La deuxième chose, alors là, moi, je suis ravi d'apprendre aujourd'hui qu'on n'a toujours pas percé tous les mystères du caoutchouc et de la façon, parce qu'imaginez la complexité d'un corps humain, elle est 1000 fois supplémentaire à celle du végétal, on le sait. Et je crois en fait que il y a un double biais en fait dans le monde tel que on le vit. Le premier biais en fait, c'est de penser, c'est un réductionnisme scientifique, c'est-à-dire de penser que je vais pouvoir réduire le vivant à une équation. Or ça c'est faux. C'est-à-dire que même si on explique parfaitement un mécanisme d'action, parce que Dieu sait qu'on cherche les enchaînements de causes pour comprendre la maladie et l'intercepter le plus tôt possible, mais on ne peut jamais tout expliquer par une seule chose. Et le paradigme de ça dans l'industrie de la santé, c'est les effets secondaires. J'ai trouvé un truc, je bloque une voie anti-inflammatoire et patatras, je crée, parce que j'ai pas une vision holistique, un déséquilibre de l'autre côté. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'illusion de penser qu'on peut appréhender le réel dans sa totalité parce que nous avons la science, ce qui est faux. On va pouvoir avoir une espèce de carotte beaucoup plus profonde, mais on n'aura jamais la vision totale. C'est impossible. Il y a une espèce de mystère du vivant, et le vivant ne se résout pas à l'équation, même le vivant matériel. Voilà, il y a toujours quelque chose. Et la deuxième chose, en fait, c'est le réductionnisme scientifique plus général qui consiste à dire que tout est équation. Parce que je n'aurai jamais une équation complète, mais de l'autre côté, je ne résume pas le vivant à une équation. C'est-à-dire que même si j'avais l'équation complète de l'enchaînement des causes et des effets, je ne peux pas expliquer le vivant par ça. Et en fait, on revient simplement à la question que le drame de nos sociétés, c'est de tout penser par la science, de tout penser par l'enchaînement cause, et d'oublier 2 disciplines majeures que sont l'anthropologie, ce qu'est l'être humain, et l'éthique, ce que fait l'être humain. Et si on ne couple pas l'anthropologie, l'éthique et la science, alors on est mort. Voilà. Et ça veut dire que un médecin, quand il annonce quelque chose, qu'est-ce qu'il fait de la personne humaine qu'il a devant lui ou devant elle. Voilà. Et je pense que la médecine est très intéressante pour ça, parce qu'elle est très paradigmatique, je trouve, de ces risques de déviance. Tout à fait d'accord avec ça. Au fond, c'est pour ça que Pascal l'avait compris dès le départ, il était aussi philosophe. Parce que le philosophe, c'est les grandes questions. Des questions assez fondamentales sur lesquelles on n'a pas de réponse toute faite. Et puis, sur la science, on progresse, mais on ne fait qu'un tout petit bout du chemin. Oui, il y a cette intuition fulgurante de Pascal, un des plus grands scientifiques de l'histoire, et qui, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître, l'intuition de Pascal qui est de dire, malgré toute la science à laquelle j'ai donné une partie de ma vie, Pascal, je reconnais qu'il y a l'accès à la vérité et à la justice qui est une autre capacité de l'être humain et qui échappe à la raison discursive. Et alors, pour moi, ça a aussi une application, enfin c'est une interrogation, l'application concrète de ce qu'a dit Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître, c'est finalement de dire,
est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne quand on dit qu'une IA va toujours faire un meilleur diagnostic? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, finalement, dans cette capacité de conviction intime de l'être humain, une opportunité de faire le meilleur des diagnostics, en mettant la raison à sa place par l'IA et en apprenant des gens à développer leur conviction intime et finalement, ce qu'on demande à un grand expert, c'est plus de raisonner, c'est d'avoir le sentiment du vrai. Et notamment la question du doute. Qui peut programmer le doute dans l'IA? Or, le doute fait partie de la nature humaine, c'est pour ça qu'on progresse. C'est à un moment se poser une question en se disant, mais finalement, et de développer un raisonnement à partir d'un doute. Et donc, dans un diagnostic, qui a programmé le doute dans l'intelligence artificielle? Comment on fait ça? La nature humaine, elle le fait tout le temps. Nous, on passe notre temps à faire ça. Et pour compléter là-dessus, quand on veut développer son entreprise en tant qu'entrepreneur, on cherche à faire venir les talents et on se demande mais quel est le potentiel? C'est quoi un bon potentiel? Et les techniciens, il y en a partout, et le problème, c'est qu'ils peuvent être justement concurrencés par des algorithmes. Je viens de donner l'exemple du décryptage d'un microbiote où là, il n'y a juste pas photo, enfin, on est battu d'avance. Et je pense que les bons potentiels sont les gens qui savent bien poser les problèmes. Résoudre le problème n'est plus un sujet aujourd'hui. Poser le problème est un sujet. Et c'est la dimension spirituelle de l'être humain qui le rend capable de poser le bon problème. Et les collaborateurs, on attend qu'ils posent le problème. Or, on parlait du système scolaire français. Les brillants cerveaux ont été sélectionnés sur la capacité à répondre à un problème qui est préposé. Mais dans la vie, en fait, le sujet, c'est comment on problématise sa vie, son entreprise, etc. Et ça, l'IA ne peut pas nous remplacer. Ça, je pense que c'est fondamental. Et le doute, évidemment, hein, c'est une évidence. Tout à fait d'accord sur tous ces points-là. C'est pour ça que le rapport à la technologie, qui est la question initiale, finalement, il nous ramène à l'humanité plus profonde. Alors, je voudrais continuer à être encore plus précis sur le sujet de la formation et notamment dans les usines. Comment est-ce que, j'imagine que vous avez beaucoup réfléchi au sujet à Michelin, comment est-ce que je continue à former des personnes qui vont être capables de sentir quand les choses ne vont pas? Est-ce que ces personnes-là ont suffisamment senti l'odeur de la graisse, suffisamment mis les mains dans les machines, suffisamment, je ne sais pas, touché les pneus pour, au-delà de leur formation rationnelle, développer toutes ces capacités de jugement qui passent aussi par les sens, qui passent par l'éducation des sens, par l'expérience? Comment vous faites pour programmer ceux qui, demain, comprendront vraiment ce qui se passe dans les usines? Alors, on parlait de confiance en soi. Aujourd'hui, un opérateur de production peut arrêter une usine. S'il détecte à un moment quelque chose qui lui paraît suspect, il peut décider d'arrêter et en cascade d'arrêter toute l'usine. Et alors, par exemple, on découvre des choses, un agent de production, avec son expérience, tout d'un coup, la gomme, elle sent. Et il a une odeur différente. Et tout d'un coup, il dit, non mais ça, c'est pas normal. Et il peut appuyer sur un bouton et arrêter toute l'usine. Parce qu'il a senti quelque chose qui était différent habituellement. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand ça se passe, ça se produit, on découvre qu'il avait raison. C'est-à-dire que, oui, il s'est passé quelque chose d'anormal. Et donc après, on utilise des tas de modèles prédictifs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la chaîne. Mais lui, avec son expérience, il a dit ça, c'est du domaine du normal, ça, c'est du domaine de l'anormal, et il peut le faire. Donc tout le sujet, c'est de donner à tous les opérateurs, quel que soit leur niveau, la responsabilité et donc aussi la protection et la permission. La permission de faire, d'exercer leur talent et la protection de se tromper. Si jamais ils se sont trompés, jamais on ne va sanctionner un agent de production qui, dans le doute, parce qu'il doit protéger le client, on revient sur les valeurs, le respect du client, il a un doute, il arrête, il a raison d'arrêter. Même si, au fond, il n'y avait rien. Donc on fait ça. Alors maintenant, dans les compétences, dans l'apprentissage, dans l'accompagnement, dans le développement des personnes, c'est de dire à chacun, tout le monde a du talent. Le talent, il n'est pas réservé à certaines personnes. Le talent, il est partout. Et donc, ce qu'on donne, le message qu'on envoie à tout le monde, c'est pour ça qu'on crée une manufacture des talents, en envoyant le signal, en disant, vous êtes un être en développement tout au long de votre vie. Ça dépend de vous.
C'est vous, et on va vous aider à développer tous les talents jusqu'à la profondeur que vous souhaitez. Et donc, nous, on met à disposition des tas de modules de formation. Michelin a 62 000 modules de formation. Tous les modules de formation sont à la disposition de chacun, s'il le souhaite, pour qu'il puisse exercer ses talents. Et donc, tout l'enjeu, c'est de permettre à chacun de devenir, et là on revient sur votre phrase qui était utilisée par François Michelin à l'époque, c'est « deviens ce que tu es ». Mais en fait, aussi, deviens ce que tu veux devenir. Et en fait, on a aussi beaucoup d'exemples d'agents de production qui réussissent très bien dans l'entreprise, qui arrivent au niveau directeur industriel. J'étais en Chine la semaine dernière et j'ai vu des agents de production qui se sont développés, qui sont devenus chefs d'équipe, chefs d'atelier, et qui sont promis à devenir chefs d'usine assez rapidement. Parce qu'ils ont eu envie, et nous, on aime bien les gens qui ont des envies. C'est plus facile à gérer que de pousser des gens qui n'ont pas envie. La quête dont on a parlé tout à l'heure, quelle est ta quête? Est-ce que tu veux réagir, Stanislas? Oui, mais toujours aucun point de désaccord. Voilà. Donc je vais essayer de compléter en précisant ce qu'on fait. Donc je souscris à 1000% à tout ce qui a été dit. Je pense que dans la formation, il ne faut pas restreindre le sujet au bagage scolaire ou au bagage étudiant. En fait, le sujet, c'est en quoi on forme nos collaborateurs quand ils intègrent l'entreprise. Et nous, on travaille beaucoup sur les règles de coopération. Alors, on fait une petite nuance entre les valeurs et les principes d'action. On a les deux. Les valeurs sont des normes comportementales pour nous que toute personne est censée appliquer. Voilà, si on a une valeur d'honnêteté ou de respect, on attend que tout le monde, en toute situation, se comporte avec honnêteté et respect. Et par rapport à notre modèle économique, on parle de principes d'action qui vont réguler la coopération. Par exemple, si j'étais un commerçant, je sais pas, la hantise d'un commerçant normalement constitué, c'est le client attend et les trois personnes devant nous qui sont censées nous servir papotent et rigolent entre elles en nous tournant le dos. Bon, un principe de coopération pourrait être de dire, chez nous, le client n'attend pas. On sourit au client, on dit bonjour au client, etc. Et je pense en fait que, encore une fois, tout n'est pas technique. Et le fait d'affirmer des principes de coopération, c'est-à-dire comment devons-nous agir pour atteindre et réaliser notre modèle économique, fait partie de la formation. Donc la réponse, après on pourrait beaucoup développer, mais c'est la formation, c'est aussi donner les règles claires de la coopération. Et la formation commence aussi quand on intègre cet écosystème qu'est l'entreprise, qui est une communauté politique, qui a son bien commun. Et bon, c'est un peu philo, hein, mais le sujet, en fait, c'est de se dire que justement, tout n'est pas IA. Et c'est de dire comment j'accueille cette personne en lui donnant les règles du bien commun. Voilà. Et ça, souvent, ça s'appelle l'intégration des personnes, mais en philosophie, c'est vraiment l'accueil dans la communauté politique. Alors, dernier point sur lequel je voulais vous défier un petit peu sur le rapport à la machine. Alors, si vous lisez un livre standard, il va vous dire « l'IA, elle est faite pour automatiser les tâches répétitives ». L'IA est faite pour automatiser, ou les automates sont faits pour automatiser les tâches répétitives. Et si vous allez voir un maître spirituel, qu'il soit zen, bouddhiste ou bénédictin, il va vous dire « le travail répétitif, c'est comme ça que je me libère ». Le travail répétitif, c'est comme ça que je me libère. Si je suis dans un monastère zen, je vais tirer 1000 fois avec une flèche dans une botte de foin et je ne cherche pas la performance, je répète. Si je suis dans un monastère bénédictin, je vais écosser les haricots pour devenir libre. Allons bon, y aurait-il un problème entre est-ce que je vais continuer à devenir libre si toutes les tâches répétitives sont passées à des machines? Comment vous réagissez à ça? Alors, on est loin de l'IA, moi j'adore, hein, mais on est d'accord qu'on verse dans la philosophie du travail ici. Moi je suis complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire que, enfin, comment le dire, le travail qui a été un peu diabolisé sociologiquement avec les 35 heures, etc., est le moyen par lequel nous devenons ce que nous sommes. Moi, très rapidement en philosophie du travail, le travail, à quelles conditions, ta question, c'est à quelles conditions pour moi, à quelles conditions le travail est un facteur d'épanouissement. Dans le travail, il y a 4 moments qu'on distingue dans l'analyse. Le premier, c'est que je me fixe un objectif, l'œuvre, parce que le but du travail, c'est l'œuvre. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Le deuxième, c'est que je choisis a priori les moyens. Puisque j'ai décidé de faire ça, je vais le faire avec tel moyen, etc.
Le troisième, c'est la mise en œuvre des moyens. Et très souvent, c'est le drame du taylorisme qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, c'est qu'on résume le travail à la mise en œuvre des moyens, alors que non, c'est le troisième moment de l'acte du travail. Et le quatrième moment de l'acte du travail, c'est la contemplation de l'œuvre. Qui, quand il n'a pas tondu son gazon ou peint ses volets, les deux mains sur les hanches, ne contemple pas son œuvre en disant « c'est moi ou c'est pas moi ». Voilà. Et ça, c'est les 4 moments du travail. Quand, dans l'acte de travail, les 4 moments sont réunis, on respecte pleinement la dignité de la personne, et alors on devient libre. Quand on commence à restreindre le travail à « écoute, tu fais ce qu'on te dit, et puis tu sais pas si tu construis une route, un pont, une cathédrale, etc. », alors, et c'est d'ailleurs, enfin, c'est l'immense imposture historique de Arbeitsmachtfrei dans les camps nazis, oui, le travail en libre, mais évidemment dans certaines conditions qui, pour moi, ces 4 points cardinaux sont absolument fondamentaux. Donc, la question, c'est comment, dans nos organisations, nous veillons à ce que chacun, dans son périmètre, ait au moins les 4 moments du travail. C'est tout l'enjeu des organisations d'aujourd'hui, pour moi, puisque le taylorisme est mort, hein, c'est officiel. Oui, peut-être la manière d'aborder ce sujet, c'est de se dire, vous avez aussi, quand vous répétez un geste, le geste bien fait de l'artisan, par exemple, qui est arrivé à un niveau d'excellence, c'est aussi une manière de s'affirmer soi. Et donc, il y a aussi de la noblesse dans bien exécuter un geste. Je trouve, par exemple, l'idée que l'IA va remplacer les artistes, parce qu'ils sont capables de faire des œuvres, des toiles, en comprenant les sensibilités des individus, et donc derrière vont faire des algorithmes qui vont dessiner des toiles bien mieux qu'un artiste. Oui, mais il va manquer la personnalité de l'artiste. Alors on dit on peut programmer la personnalité de l'IA, mais à la fin, derrière l'artiste, c'est l'accomplissement d'une personne qui tout d'un coup découvre à travers son œuvre, arrive à se connecter à d'autres personnes. Et donc, l'IA va se connecter à qui? Quand elle fait une belle œuvre, une belle toile, ça sert à qui? Ça va provoquer de l'émotion chez l'autre, mais il n'y aura pas la connexion. Ce qui est intéressant dans les artistes qui montrent leurs œuvres, c'est l'interaction qu'ils veulent avoir avec les personnes. C'est de recevoir le feedback, l'enrichissement du retour, de la satisfaction, et de dire, voilà, j'ai su provoquer de l'émotion. C'est ce qu'un auteur, quand il écrit un livre, ce qu'il va rechercher, c'est une forme de reconnaissance de son excellence. Donc si on fait, ChatGPT va pouvoir rédiger un bouquin sur beaucoup de sujets, très bien. Ça va servir à quoi dans la relation humaine? À pas grand-chose. Donc l'idée, c'est de dire, il y a certaines tâches qui sont avilissantes et qui en fait déshumanisent. Donc celle-là, c'est utile de le faire. Les tâches qui sont profondément humaines, l'intérêt de les automatiser n'est pas forcément très utile pour l'homme. Encore une fois, là, on va revenir. Si on mécanise à outrance, et puis que les personnes, on s'en est aperçu dans le Covid, au bout d'un moment, quand on est confronté à soi-même dans un univers clos, ça devient stressant. Parce qu'on n'est plus humain. On n'est plus en train de se déplacer, de découvrir, de rentrer en relation, de faire toutes ces choses-là. Donc derrière, dans l'idée d'un monde totalement mécanisé, qui aura remplacé même des gestes qui permettent à certaines personnes, à travers ce geste, de se développer, c'est dommage. Et pour moi, ça n'a en fait aucun intérêt. Aucun sens. Aucun sens. Alors, nous allons venir à notre 3e chapitre. Maintenant, on redevient pascalien et on se dit, bon, ces histoires de microbiote où tout est écrit à l'avance, c'est peut-être un peu de la rhétorique de labos de biotech qui sont en train de lever 100 millions et qui disent à leurs investisseurs, t'inquiète pas, on va tout résoudre. Je sais pas, enfin, je veux pas spoiler ta levée de fonds qui doit bien se passer. 100 millions quand même. Bon, alors, donc nous revenons, nous savons que ce monde est quand même incertain et c'est difficile de dire le contraire aujourd'hui, hélas, avec ce qui se passe au plan géopolitique d'abord, et puis quand on regarde les années passées, cette irruption folle du Covid, qui est une sorte de néo-Cléopâtre, je disais tout à l'heure, qui tout d'un coup va changer la face du monde. Alors, voilà, comment diriger par rapport à l'incertitude radicale? On sait que normalement, on l'a dit tout à l'heure, c'est le rôle de l'entrepreneur que d'avancer dans l'incertitude, de donner un cap dans l'incertitude. C'est d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc c'est quand même la fonction numéro 1 ontologique du dirigeant et de l'entrepreneur de donner le cap.
Mais là, maintenant, on est quand même face à des incertitudes qui sont quand même très importantes. Et beaucoup de gens... Et dans ce contexte-là, j'ai donc cette question-là. Quand vous avez 120 000 personnes à diriger face à l'incertitude, comment vous faites ? On revient à notre discussion. Au fond, c'est d'être explicite en disant, par exemple, c'est pas la bonne décision, c'est ma décision. Et dans ma décision, il y a une part humaine, de doute, d'incertitude et d'acceptation du fait que ça va pas forcément se passer comme prévu. Donc, le point dans l'incertitude, c'est d'être clair sur qu'est-ce qu'on cherche. Faire participer beaucoup de personnes dans la décision. Donc, une décision qui est unilatérale, finalement brutale et qui n'est pas partagée, elle a peu de chances de trouver son adhésion. Par contre, si vous faites participer beaucoup de monde autour d'une décision, en ne cherchant pas le consensus, en faisant participer, laisser s'exprimer différentes personnes sur une question avant de dire, ben voilà, moi je vais choisir ça. Et dans le choix, c'est une expression de préférence. Et la préférence, ça n'est pas la science, c'est un choix. Et dans un choix, il y a une partie de renoncement, et puis il y a une partie... et là, on parle toujours de « faut-il prendre la bonne décision ?» Moi, j'ai banni ça chez Michelin. J'ai dit « je veux plus qu'on mette du stress dans les équipes en leur disant, aux managers, en leur disant « prends la bonne décision ». On verra. On leur demande de dire « consultez largement, faites vos choix en âme et conscience, après avoir consulté différentes personnes, et puis après, acceptez les renoncements et acceptez que dans votre décision, il y a des choses qui ne marchent pas. Et bien sûr, on espère que ça va marcher. Et donc, si la personne a consulté largement, a eu un rationnel logique pour prendre une décision, ben, c'est tant mieux. C'est très bien. Et ça marchera ou ça marchera. On verra ça après. Donc, c'est rassurer les gens sur le fait de dire, quand on vous met en position de décider, vous allez faire un choix. Et quand vous faites un choix, tout n'est pas strictement rationnel. Et il y a une part de déterminisme dans le choix. Et donc, ce qu'il faut, c'est aider les gens à avoir confiance en eux. Donc, dans l'incertitude, moi, je partage mes doutes. Je leur dis, écoutez, voilà, j'ai bien écouté, il y a une chose qui est facile et une chose qui n'est pas facile. Donc, je vais prendre l'exemple du Covid. Au moment du Covid, je suis amené un jour à prendre la décision d'arrêter toutes les usines en Europe du jour au lendemain, avec toutes les conséquences que ça implique. Et en fait, je reçois un coup de téléphone un dimanche matin du directeur industriel de Michelin qui me dit « Florent, je ne suis plus en mesure d'assurer la sécurité des salariés dans les usines. » Et il me dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc là, à ce moment-là, je lui dis « Écoute, d'abord, qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Et puis, après, je lui dis « Écoute, laisse-moi 2-3 heures, le temps que je consulte un certain nombre de personnes pour avoir leur opinion. » Et puis, à la fin, je fais le tour de la question, d'abord vis-à-vis de moi-même, en disant qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles pourraient être les conséquences ? Et je sais que c'est grave. Quand j'arrête toutes les usines de production, j'arrête aussi de fait tous les constructeurs automobiles, les constructeurs de camions, j'arrête la distribution, il faut que je continue à payer les salaires, il faut que le chiffre d'affaires de Michelin sur 2 mois pendant le premier Covid s'est effondré de 75%. Donc, je sais ça. Et en fait, après, je suis amené à me dire, au fond, donc je consulte largement, j'ai différentes opinions, mais après, je reviens à l'essentiel. Je dis, si il s'agit de produire au détriment de l'intégrité physique des personnes qui sont dans l'usine, ça n'a plus aucun sens. Et donc, il faut que j'arrête. Et je dis, et après, on va se mettre en ordre de bataille pour dire, OK, comment on fait pour reprendre la production ? C'est-à-dire d'avoir mis en place les process qui vont mettre en sécurité les individus quand ils viendront sur le lieu de travail.
Mais là, quand on fait cette décision-là, quand on prend cette décision-là, on est tout seul. Face à soi-même, sur des questions essentielles qui touchent, au fond, aux choses fondamentales humaines, en disant comment je vais continuer à me regarder dans la glace si je dis on va continuer à produire alors que je sais que les personnes ne sont plus en sécurité. C'est pas possible. Et donc là, je me dis, il faut que tous les matins, que je puisse me regarder dans la glace en me rasant. Et donc, je vais à un moment, et là, il faut que je sois en harmonie avec les valeurs profondes, sinon ça ne marche pas. Et donc, dans l'incertitude, à certains moments, on est amené à faire un choix, et j'en accepte les conséquences. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé tout le monde. J'ai dit, c'est ma décision, avec tout le caractère rationnel et irrationnel de cette décision. Mais j'en assume les conséquences. Donc, derrière, dans l'incertitude, il faut aussi donner le confort. Mais j'ai eu des retours incroyables. Les agents de production, quand ils ont senti ça, qu'ils ont dit « Ok, on veut nous mettre en sécurité », on est un process de transformation de la matière continue en usine, et donc on savait qu'on aurait on aurait dû avoir une perte matière considérable, parce que tout le process, au moment de la fermeture, on perd tout l'encours de production. On n'a jamais été aussi performant dans la gestion d'une fermeture qu'à ce moment-là. Parce que les agents de production, on n'a rien eu à leur dire. Ils ont dit, à partir du moment où on prend la décision pour me protéger, moi, je vais protéger l'entreprise. Et donc, ils ont fait des choses absolument incroyables dans ce processus pour arrêter la production en minimisant au maximum les pertes. C'était absolument incroyable. Et puis pendant toute la période du Covid, après on a eu des choses incroyables qui sont passées dans l'entreprise avec des initiatives, parce que les gens ont été rassurés sur le fond. On s'occupait réellement d'eux et on était alignés entre ce qu'on dit, on respecte les personnes, et ce qu'on fait. Avec une part de justice et d'injustice. Aujourd'hui, Michelin a annoncé malheureusement la fermeture de 3 usines en Allemagne. C'est une décision extrêmement difficile à prendre. Mais je le fais avec la conscience que c'est injuste vis-à-vis des personnes qui vont être directement concernées par la fermeture, et donc il faut qu'on s'occupe, mais en étant juste par rapport à l'intérêt global de l'entreprise. Et donc derrière, ce sont des choses. Et il faut donc développer, aider toutes les personnes qui sont amenées à prendre des décisions, alors peut-être pas aussi graves que celles que j'ai à prendre, mais chacun est confronté à ce type de dilemme. Et donc, dans l'incertitude, il faut revenir à des choses fondamentales. Où on va, qu'est-ce qu'on construit ensemble, pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, et qu'est-ce qui nous unit, notre système de valeurs, et qu'est-ce que, au fond, revenir à ces choses essentielles. Et donc, même la plus petite décision, finalement, nous ramène à ces questions-là. Et donc, on passe beaucoup de temps à rassurer les gens aussi, et en protégeant tous les individus sur ces questions-là. Le cœur est la raison, le cœur est la raison, disait Pascal, face à l'incertitude, le cœur est la raison. Écoute, moi je voudrais approfondir un angle différent, tout en souscrivant encore une fois à 1000% à ce qui a été dit, sur le rôle peut-être du leader et de l'entrepreneur dans l'incertitude. En fait, le sujet, si on revient à ce sujet de Pascal, le cœur a la raison que ne connaît point, c'est est-ce qu'on peut sécuriser par l'IA finalement nos décisions? En fait, dit trivialement, s'il suffisait de faire une étude de marché pour réussir un lancement, ça se saurait depuis longtemps et il n'y aurait jamais d'échec. Or, on voit bien qu'encore une fois, le vivant nous échappe, il y a une partie de mystère, et que la plupart des grandes réussites entrepreneuriales et même des grandes trouvailles dans l'industrie de la santé, quand on regarde son histoire, c'est un immense coup de bol. Vraiment, hein, donc ça rend très humble. Donc, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que déjà... Alors, je ne vais pas faire de théologie, mais je vais citer une phrase de un de mes philosophes favoris qui s'appelle Gustave Thibon, Thibon, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui dit « Dieu ne répond pas aux questions, il les dissipe ». Et cette phrase est très belle et très juste. C'est-à-dire que dans l'incertitude, est-ce que j'essaye de répondre à la question en la mettant en équation de façon rationnelle, ou est-ce que je tue la question ? C'est ce que vous avez fait en fait, en disant l'intégrité de la personne est engagée, je tue la question. Le sujet, c'est pas comment je vais gérer le Covid. Le sujet, c'est il n'y a plus de questions.
Et l'évidence balaye les questions. Et je pense que le rôle de l'entrepreneur, c'est de recevoir des pulsions d'évidence. L'entrepreneur, quand il démarre quelque chose, ne dit pas « tiens, il y a un problème, donc je vais rationaliser une solution ». Il dit « c'est évident qu'il y a quelque chose à faire et c'est écrit en lettres de feu devant moi ». Et tout son entourage proche, sa belle-mère, son comptable, son banquier, ses enfants lui disent « mais ça ne marchera jamais, ça existe déjà, etc. » Mais l'entrepreneur, il s'accroche, il dit « mais non, c'est évident que la vérité est là ». Alors, souvent, il se plante, hein, mais parfois, il réussit. Et la façon de gérer cette incertitude, pour moi, c'est l'exemplarité de l'entrepreneur qui sait où il va par conviction intime. Non par orgueil, parce qu'il peut se tromper, mais il a cette conviction. Et pour finir de répondre à la question, je pense qu'on ne suit pas un projet, on ne suit pas un objectif, on suit une personne. Et il est fondamental que le projet soit incarné par quelqu'un et qu'on suive cette personne qui a l'air de savoir où elle va. Et pour moi, c'est ça le rôle clé de l'entrepreneuriat dans l'incertitude. Incarner un projet qu'on a pris à bras-le-corps avec toute sa sincérité, toute son authenticité, toute sa fougue entrepreneuriale. Voilà, je pense que l'entrepreneur, enfin, Pascal qui disait ça, que j'ai redécouvert en lisant ton livre, qui est très bien son livre, hein, je dis ça, je dis rien. Non mais c'est vrai, il est très Sans bien. ChatGPT. Voilà, il a écrit tout seul, hein. On voit bien, on sent que c'est son style. C'est ce rôle fondamental de l'entrepreneuriat. Et j'avais été très marqué par un ex-militaire commando un peu extrême qui parlait du rôle du leader en disant quand on est fatigué, voilà, si je m'arrête, les gens s'assoient. Si les gens s'assoient, si moi je m'assois, les autres vont se coucher. Si je commence à me coucher, les autres vont s'endormir et mourir dans le froid. Et ça veut dire que notre job, c'est de douter, mais intérieurement ou avec d'autres poteaux, mais pas toujours avec les équipes, je pense. Voilà. Alors, il y a quand même une petite... Moi aussi, on t'applaudit, Stanislas. Alors, il y a quand même une petite tension, si tu peux permettre. On est là sur un débat quand même, on est tous d'accord, donc on va se challenger un peu. Il y a quand même une petite tension de gourou, là, hein, parce que là, on a dit, oulala, l'entrepreneur, c'est lui qui donne le cap. Après tout, il prend une décision, c'est pas forcément la bonne, mais c'est lui qui la prend parce qu'il pense, en vérité, le cœur et la raison. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le risque du gourou qu'on est en train de voir avec Sam Altman qui est, alors on ne sait pas trop si toute cette affaire est un théâtre, si le board ne l'a pas viré pour le reprendre et lui donner... On saura un jour ce qui s'est passé, mais on connaît ça dans les startups et moi je l'ai vécu avec mes associés qui ont mis une entreprise par terre parce qu'ils se sont pris pour des gourous et finalement ils ont cru incarner eux-mêmes la raison d'être alors que ce n'est pas eux qu'on sert. On les a suivis pour servir une finalité dans l'entreprise. Exactement. Alors, pour rebondir là-dessus, parce que effectivement, il y a plein de travaux qui sont faits là-dessus, sociologiques, qui essayent de comprendre pourquoi des communautés dérivent, quelles qu'elles soient, une communauté d'entreprise économique, une association sportive, une communauté religieuse, etc. Et à chaque fois, c'est que le leader ou la leader est la vision. Alors, en fait, je pense qu'il s'agit de représenter la vision et d'être capable de passer cet étendard. C'est comme aux Jeux Olympiques. Celui qui porte le drapeau et qui porte la flamme n'est pas les Jeux Olympiques. Et il peut passer cette flamme-là. Mais il a un rôle fondamental. Et on voit qu'effectivement, quand le leader ou la leader devient la vision, quand le leader en tant que personne humaine déconne, tout le monde déconne parce qu'on suit la personne en disant « je ne peux pas trahir la personne ». Alors qu'en fait, le sujet, c'est encore une fois comment on fait ça. Et c'est très intéressant parce que c'est toute la question des gouvernances et des contre-pouvoirs qui, dans les boîtes patrimoniales, sont problématiques. Parce que quand un entrepreneur fondateur est toujours aux commandes 40 ans plus tard, quel contre-pouvoir il a? Et ça, c'est très organisé, je pense, dans des groupes comme Michelin, où, à ma gauche, je pense, Florent Ménégo incarne un projet qu'il passera un jour à quelqu'un. Enfin, je suppose, je ne trahis pas de grands secrets. Non, mais tout à fait. Et oui, le principal risque, c'est de se prendre au sérieux. Hein. Donc là-dessus, il faut continuer à avoir des doutes. Et puis, l'avantage d'être travaillé dans une entreprise qui a 130 ans d'âge, c'est qu'on sait qu'on est que de passage. Hein. Et donc, et d'ailleurs, au bout d'un moment, il faut se méfier de ses propres biais. Donc, au bout d'un moment, quand il y a des choses qui fonctionnent bien, on a tendance à penser que c'est uniquement grâce à soi. En fait, c'est totalement faux. C'est le collectif qui arrive à faire quelque chose. Donc, et puis, il y a des circonstances. Et souvent, on oublie les circonstances qui sont favorables. J'ai beaucoup vu de personnes qui réussissaient parce que leur prédécesseur avait fait un travail de fond. Et au moment où le prédécesseur est parti, les choses étaient prêtes. Et donc, le successeur, quand il est arrivé, a hérité d'une situation très confortable. Et il s'est attribué tous les bénéfices, alors qu'en fait, il fallait reconnaître tout le travail de fond qui avait été fait par le prédécesseur. Donc ça, il faut avoir conscience de ça. Après, derrière, le principal chose, c'est de douter en permanence.
et de comprendre aussi que on n'est pas indispensable et que Michelin résistera et bien sûr me survivra très longuement après. Donc moi je suis là pour une période de temps, permettre à Michelin de faire une étape supplémentaire, mais c'est qu'une étape. Et dans le développement de Michelin, je ne suis qu'un infime phénomène à l'intérieur de ça, et que le collectif est beaucoup plus puissant. Et Michelin me passera loin devant. Donc moi, je ne veux surtout pas que mon nom reste au-delà de la temporalité qui est la mienne là. It's time now to finish this panel, and so we'll have just a last word in English because this was a roundtable in French. So I will ask every one of you to, you have two choices. Either you say a word about, according to you, what is the strongest legacy of Blaise Pascal to tech entrepreneurs. That's one option. And the other option is, what would be your personal advice to a tech entrepreneur who wants to build a meaningful venture? I start. So I would say what Pascal brought us is accepting the complexity, looking at it with joy, and willingness to progress in looking at it, but without oversimplifying it. Accepting that complexity and accepting his humanity in front of that complexity. And I will go for the second option. And I would like to bounce back on what I've just said. If you have an idea, believe in yourself, trust yourself, and never let artificial intelligence think instead of you.